Allez, c'est parti, les 35. Merci à chacune et à chacun pour votre présence. Celles et ceux qui arriveront un peu plus tard seront accueillis dans ce webinaire, évidemment, au moment de leur arrivée. Bienvenue en tout cas à cette deuxième édition du webinaire organisé par Bruxelles et qui vise à aller à la rencontre d'acteurs divers, issus d'autres secteurs que celui du sans-chez-soirisme, mais avec lesquels des collaborations sont souhaitables, sont existantes et à renforcer. On a travaillé sur la question de la santé mentale la dernière fois. Aujourd'hui, nous travaillerons avec Holista. Alors, vous étiez très nombreuses et très nombreux à vous être inscrits. On est déjà près d'une quarantaine et c'est évidemment tout à fait encourageant. Un grand merci pour votre présence. Pour la suite et pour que l'heure qui s'annonce se passe au mieux, nous demandons à chacune et à chacun de garder son micro coupé. La vidéo n'est pas forcément nécessaire. Et il y aura un temps de questions-réponses qui peut soit passer par l'utilisation du chat, de la conversation que vous trouverez dans l'application que vous utilisez pour être présent à ce webinaire, ou en posant une question, n'hésitez pas à lever votre main virtuelle pour pouvoir le faire. On passera au temps des questions-réponses après la présentation d'Anita. Et puis, j'ai répondu à une des questions à ce sujet dans le chat. Mais je vous informe qu'on enregistre le webinaire afin qu'il puisse être diffusé ultérieurement, notamment pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Alors, ce webinaire, il s'inscrit dans la dynamique du master plan et de sa mise en œuvre, puisque l'un des enjeux et l'un des gros changements de paradigme qu'a amené le master plan de fin du sans-chez-soirisme, c'est l'indispensable collaboration avec les secteurs dits connexes, et donc en Je réalité, t'entends, On entend? oui. Super. L'indispensable Il y a intersectorialité, quelqu'un il y a quelqu'un qui a son micro ouvert aussi, je pense. On entend des voix en plus. ça va. Bon, ben, tant que vous entendez déjà la mienne, c'est le principal. Et donc, l'indispensable intersectorialité pour pouvoir effectivement travailler à la prévention du sans-chez-soirisme et l'accompagnement le plus adéquat des personnes qui sont concernées. Et donc, ce webinaire-ci, il a l'objectif de permettre la rencontre avec Anita et Holista en l'occurrence, les échanges et peut-être la source de collaboration future ou de renforcement de collaboration qui existe. Alors, comme je le disais, comme vous l'avez sous les yeux, l'objectif de ce second webinaire est de travailler à l'une des causes du sans-chez-soirisme, c'est-à-dire les violences intrafamiliales, les violences liées au genre, les violences sexuelles et ou sexistes, qui sont malheureusement un fait bien trop prégnant, qui sont une réelle cause de sans-chez-soirisme, et ça vous le savez chacune et chacun. Et dans le cadre de la construction du master plan, il a semblé nécessaire d'en faire une mesure à part entière, qui est la mesure 7, dont l'intitulé est Soutenir un plan global d'aide et d'accompagnement des victimes de violences domestiques, qui reprend toute une série d'indicateurs que vous avez sous les yeux dans la slide et que vous retrouverez dans le master plan, soit sur le site de Bruxelles, soit dans la version papier que vous auriez. Euh, et donc, l'objectif, il est de pouvoir avancer sur cette démarche, notamment en rencontrant, donc je l'ai dit, Holista et Anita qui viendra nous présenter ce dispositif régional de soutien et d'information aux professionnels qui interviennent dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Alors, il y a des renforcements, des collaborations qui existent déjà, en tout cas entre Bruxelles et Holista. Il y a par ailleurs un groupe de travail qui a été lancé au sein de Bruxelles sur ces questions-là, avec, dans un premier temps, en tout cas, les acteurs du secteur du sans-chez-soirisme. Il y a aussi, mais j'imagine que Anita en parlera, un espace d'échange au niveau régional avec une diversité d'acteurs. L'objectif, il était de pouvoir renforcer ces collaborations. Et donc, Anita, je vais te laisser la parole pour les 20 minutes, demi-heure qui viennent, et puis pour le temps de questions-réponses qui suivra. Encore un grand merci pour ta présence, Anita, pour la présence de chacune et de chacun. Et Anita, c'est à toi. Merci. Ah, Lista Manager, j'adore. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, Pierre-Yves. Alors, Holista. Holista est un service
régional, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est important de le savoir. On est au sein de Safe Brussels, en fait, donc qui est l'organe de coordination des politiques de sécurité et de prévention pour la région bruxelloise, avec un focus très particulier mis sur les violences intrafamiliales depuis de nombreuses années, et la création de l'ISTA il y a maintenant 2 ans qu'on est ouvert. Tu le disais aussi, Olista est un endroit de soutien aux professionnels de terrain. Donc nous, on ne prend pas en charge directement les victimes. L'idée, et comment a été créé Olista, c'est que les professionnels de terrain travaillent, pour la plupart très très bien d'ailleurs, et ceux qui sont confrontés à des victimes de violences intrafamiliales se retrouvent régulièrement dépassés par les besoins de la victime. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans leur cadre de compétences et les besoins de la victime dépassent complètement leurs compétences. Alors, personne n'a attendu Olista pour aller chercher les partenaires qui pourraient aider au mieux la victime dans son chemin de sortie des violences. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très chronophage, énergivore, et puis ça sort complètement du cadre de travail de base. Donc Olista, l'idée, c'est que professionnel de terrain, dépassé par les besoins de la victime, vous pouvez appeler Olista, qui intervient de 4 manières différentes. Il y a le premier chemin qu'on peut emprunter et qui est du coup celui où on ne prend pas en charge, une réorientation simple, dans le sens où la question du professionnel de terrain est très précise, et donc on va juste répondre à sa question très précise. Une deuxième prise en charge déjà plus complète qui est la demande d'avis. Alors, à savoir que ces 2 premières manières de travailler se font de manière totalement anonyme. Donc, il n'y a pas de secret professionnel partagé encore qui rentre en ligne de compte. Et donc, dans cette demande d'avis, on va quand même faire une anamnèse aussi poussée que possible, malgré le fait qu'on reste dans un dossier qui sera anonymisé. Définir avec le professionnel qui nous appelle quels sont les besoins de la victime, quels sont les besoins qui sont déjà rencontrés par d'autres professionnels de terrain, et puis surtout ceux qui manquent. Et dans ceux qui manquent, nous, on va aller chercher, on a quand même un réseau de partenaires qui est très élargi, on va aller chercher les bons professionnels de terrain qui pourraient venir soutenir la victime. Alors souvent, quand on a une demande anonymisée comme ça, alors toujours on explique l'étape suivante que je vais vous donner tout de suite, et souvent cette demande d'avis se transforme en la 3e prise en charge qu'on offre, c'est-à-dire le dispositif PMS plus J pour psycho, médico, social et juridique. Juridique pour tout ce qui ne touche pas au judiciaire. Tout le monde le sait très bien ici, les avocats qui sont impliqués dans les situations sont souvent avocats de la famille, droit des étrangers, le logement, droit social, etc. Donc on voulait rajouter cet aspect-là aussi. Je disais que la demande d'avis débouche souvent sur l'ouverture du dispositif PMS plus J parce que là, on rentre dans un secret professionnel partagé. Donc, sur les 4 critères habituellement connus et généralement utilisés par tout le monde. Et ici, évidemment, l'anamnèse de la situation sera beaucoup plus complète puisqu'on identifie clairement les personnes concernées, les enfants souvent dans la famille. Et bon, là, on peut dire où ils habitent, dans quelle école ils vont. Et donc, identifier les professionnels, vraiment identifier les professionnels déjà engagés, ça veut dire que nous, on va tous les contacter pour leur dire que Olista a été demandé sur la situation et de nouveau définir les intervenants qui manquent et aller les chercher aussi. L'idée, à terme, d'identifier tous ces intervenants et d'aller chercher ceux qui manquent pour aider la victime à sortir de sa situation de violence, c'est de faire une séance de travail, la séance intersectorielle. La séance réunir les professionnels du coup autour d'un écran parce que les voir en vrai c'était beaucoup trop compliqué au niveau des agendas. Et donc cette séance de travail qui se déroule sans la victime, c'est que les professionnels qui se rencontrent et on met en place un véritable plan d'action ajusté à la situation de la victime au moment où on fait la séance. Donc la plupart du temps sont représentés forcément Olista, le monde juridique, donc le ou les avocats qui s'occupent de la victime, souvent psy, médecin, travailleur social. C'est plus ou moins les
4-5 catégories qu'on a qui sont représentées. Et là, on se dit, OK, on est à un temps T de la situation, comment faire pour aider la victime à avancer sur un chemin qui lui permettrait de sortir de sa situation de violence. Et là, chacun dit ce qu'il fait et ce qu'il aimerait bien faire à court, moyen, long terme. Et c'est là que, quand on acte ce plan d'action, hein, on voit à quel point d'ajuster chacun son action ou le moment de son action permet de ne pas se marcher sur les plates-bandes, de faire quelque chose qui va aller à l'encontre de l'action d'un autre professionnel. Et donc, c'est vraiment ça, c'est un peu chef d'orchestre de faire intervenir les bons professionnels au bon moment. Le plan d'action est acté et alors on identifie toujours parmi les intervenants celle qui a un contact un peu plus privilégié avec la victime, qui la voit le plus souvent, et c'est souvent lui qui va reprendre contact avec la victime pour pouvoir lui expliquer en fait ce qu'on a décidé, si elle est toujours d'accord, parce qu'il nous est déjà arrivé par exemple de faire tout un plan d'action pour une victime partie de chez elle et de voir comment on l'aide à rester hors du domicile conjugal et qui en fait entre-temps était retournée à la maison. Et donc forcément, on a laissé tomber notre plan d'action, on s'est revu avec les intervenants et on a mis en place autre chose pour correspondre aux besoins actualisés de la victime. Je parlais de 4 manières de travailler à Holista. La 4e, alors elle est juste théorique parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de la mettre en œuvre, et c'est la concertation de cas. La concertation de cas, c'est un terme très spécifique, elle est définie par l'article 458 ter du Code pénal. Donc, c'est un peu technique, mais le 458, c'est le secret professionnel, en fait, c'est l'infraction au secret professionnel. Le bis définit une exception, le ter définit la concertation de cas. La concertation de cas, c'est un nouveau moyen en fait de partager le secret professionnel entre personnes qui vont signer un protocole de concertation de cas sous l'égide du parquet. Donc là, on rentre dans un secret professionnel partagé qui implique le monde judiciaire et policier en fait. C'est la grosse différence avec l'autre. On a aussi un protocole PMS+J du coup qui encadre le dispositif PMS+J. Ici, on a un protocole de concertation de cas qui doit être validé par le parquet. Chaque situation qu'on estimerait devoir être mise doit être présentée au magistrat référent et c'est elle qui va décider si elle accepte que le dossier soit mis en concertation et donc là, on convoque les 7 signataires de ce protocole-là, à savoir donc, le ministère public, la police, maison de justice. C'est là qu'on commence à s'amuser parce qu'on est à Bruxelles et c'est pour ça que ce protocole n'est pas encore mis en œuvre. Maison de justice néerlandophone, pas encore les francophones. L'aide à la jeunesse néerlandophone, pas la francophone. Le CAW, le centre de prévention et Opgroeien Kindergezien. Donc là, quand on pourra enfin mettre en œuvre ce protocole d'accord, ce sera toujours les mêmes professionnels en fait qui seront convoqués à la concertation de cas. Et donc forcément ici, on est dans des situations qui sont judiciarisées dans le protocole PMS+J, pas forcément, ça peut l'être. Et donc voilà, mais pour l'instant, comme je disais, on n'a pas encore pu le mettre en action, justement parce que les maisons de justice francophones ne sont pas encore à bord pour des raisons très techniques de RGPD dont je vous ferai grâce. Et voilà, on ne désespère pas d'y arriver un jour. La Flandre et la Wallonie y sont arrivés, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors oui, je vois qu'il y a une question dans le chat. Je répondrai tout à l'heure et de manière générale et aussi pour dire que si le moment de questions-réponses est un peu court, n'hésitez pas à écrire vos questions. Je pourrais encore y répondre plus tard par mail ou quoi. C'est une possibilité en plus. Le CAW, c'est le... Au secours. Ben voilà. Merci beaucoup. C'est le Centrum Algemeen Welzijn. En fait, on a donc le monde judiciaire était d'office présent. On voulait que la jeunesse soit représentée.
Et alors, on s'est aussi dit qu'il nous fallait des personnes de terrain qui prennent vraiment en charge les victimes, en fait, dans cette concertation de cas. Et donc, en français, on s'est tourné vers le centre de prévention CPVCF, des centres de prévention des violences familiales et conjugales, qui est une grosse institution, parce que c'est quand même très contraignant, la concertation de cas, c'est toutes les semaines, il faut être très réactif et tout ça, donc les plus petites ASBL ne peuvent pas faire face. Et on s'est dit, le pendant néerlandophone, forcément le CAOE, c'est eux qui sont les ASBL pour gérer à peu près tout ce qui se passe en néerlandais à Bruxelles. Voilà, merci. Au-delà de ça, de nos prises en charge de situations très concrètes, comme tu disais tout à l'heure, Pierre-Yves, on participe à énormément de GT pour développer l'aide aux personnes victimes de violences intrafamiliales à travers Bruxelles, dont notamment la collaboration avec Bruxelles. Nous, ce qu'on fait, c'est un GT vif, on n'a pas été loin chercher le nom, qui rassemblait à la base les communes et les zones de police de Bruxelles parce qu'il était tiré d'une résolution XY. Là, on l'étend en fait au milieu justement psycho-médico-social pour pouvoir, en parallèle de nos prises en charge qui sont très concrètes, réfléchir ensemble à comment plus structurellement améliorer le chemin de prise en charge des victimes de violences intrafamiliales en région bruxelloise. Et c'est aussi un endroit de partage de bonnes pratiques, de partage parfois d'aspects théoriques. Celui qu'on a fait en janvier, c'était une demande qu'on avait de la part des membres depuis très longtemps, de savoir quid des violences conjugales intrafamiliales dans la communauté LGBTQIA+, parce que est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est pas la même chose, comment on prend en charge correctement. Donc on a pu leur présenter enfin des études qui répondaient à cette attente-là. Un exemple parmi tant d'autres. On avait déjà fait venir par exemple la SLRB aussi pour expliquer cette histoire de les 3%, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se met en œuvre. Donc voilà, on est en général assez réactif aux demandes de nos participants. Et chance, quand j'ai rencontré Bruxelles pour le groupe de travail que vous avez mis en place chez vous, quelques jours plus tard, j'avais mon propre GT. Donc on avait vraiment pu faire le lien et de se dire à quel point les deux Cénac vont pouvoir se rencontrer, se compléter et ne pas se marcher les uns sur les autres parce que aller inviter toutes les maisons d'accueil à notre GT n'aurait pas de sens vu que je pourrais faire le lien via votre GT. Et donc voilà, en gros, de manière très succincte, certes, parce que moi je pourrais en parler pendant 2 heures de l'ISTA, la présentation des services qu'on offre aux professionnels. Et donc voilà, j'ai envie de dire c'est à vous, sauf si Pierre-Yves, tu avais un truc en plus que tu voulais que peut-être que j'aborde. Le principe du webinaire Bruxelles rencontre un des acteurs, c'est liberté totale pour l'acteur. Donc c'est très bien. Tu as présenté ce qui me semblait. Le temps est laissé maintenant pour les échanges et les questions. N'hésitez pas à utiliser, comme je le disais, la conversation que vous trouverez via un des ou de lever votre main pour demander la parole et poser une question. Et peut-être qu'Anita, tu pourrais renvoyer à l'occasion par Bruxelles, puis moi je le renverrai aux participants ou bien via la conversation, un lien vers vos newsletters et ou les publications que vous auriez faites éventuellement. Voilà. Alors, je suis très nulle en newsletter, moi, je l'ai fait par mail à mes partenaires. Donc oui, il faut qu'on se professionnalise au niveau de la newsletter, c'est une certitude totale. Par contre, ce qui est assez intéressant, et ça je pourrais peut-être vous l'envoyer parce que on a fait quelques présentations un peu de bilan d'activité comme ça. Donc on peut dire qu'on a dépassé la semaine dernière les 200 prises en charge, ce qui peut paraître peu d'un côté et en même temps, j'ai un seul gestionnaire de cas francophone, autant dire qu'il est un peu débordé par les dossiers. Et c'est vrai qu'on peut voir dans nos chiffres que principalement
deux tiers des prises de contact avec l'Olista sont faites de manière, enfin, la situation est anonymisée, donc on est en réorientation, demande d'avis. Ce qu'on a aussi en demande d'avis, c'est ce côté, vu que nous, on est en deuxième ligne, parfois même troisième ligne, l'avantage qu'on a justement de ne pas être en contact direct des victimes et de pouvoir prendre un peu ce recul. Et donc, on a régulièrement des professionnels qui nous appellent parce que ils sont vraiment face à une situation avec laquelle ils ne savent plus quoi faire. Ils ont tout essayé, cette sensation d'avoir absolument tout essayé et d'être un peu à bout de ressources et de rentrer dans un espèce de stress vicariant qui n'est pas du tout bon pour lui ou elle. Et donc, déjà, de pouvoir déposer la situation chez nous, ça fait du bien. Et puis, du coup, nous, avec notre œil un peu extérieur et loin du terrain, ben, on peut amener un œil nouveau et conseiller au mieux le professionnel en question. Et ça, c'est quelque chose qu'on maintient et qu'on aime vraiment bien faire parce qu'il y a cette utilité en plus de non seulement on aide la victime puisqu'elle aura une orientation nouvelle dans sa prise en charge, et puis on soutient notre partenaire professionnel et ça, c'est toujours agréable. J'avais entendu une voix, je pense. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Et si pas de questions, est-ce qu'il y a des actrices ou des acteurs autour de cette table virtuelle qui ont déjà collaboré avec Olista et peut-être qu'ils peuvent partager l'expérience qu'ils ont vécue? Mais je vois qu'en tout cas, Sandrine a levé la main. Et puis, Anita, je te laisse l'occasion de prendre connaissance du message. Sandrine. Tout à fait. Euh, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous ne me voyez pas, mais ça c'est tout à fait anormal. Ah, je ne sais pas. Ah bah voilà. J'avais une petite question en fait. Comment est-ce que vous différenciez d'une équipe SOS Enfants vis-à-vis de laquelle un travailleur peut aussi téléphoner de manière anonyme et vis-à-vis de laquelle en fait les équipes SOS prennent aussi en charge des situations enfin là il faut un enfant évidemment, c'est peut-être ça la grosse différence, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez travaillé avec ces équipes et est-ce que vous avez vraiment pu identifier ce qui vous différencie? Alors, la fin de la question était un peu coupée, mais en gros, c'est la différence entre les deux. Alors, vous l'avez cité, de toute façon, c'est forcément la présence d'enfants obligatoire pour SOS Enfants, hein, c'est l'enfant qui est pris en charge là-bas. Nous, pour savoir au niveau des prises en charge, il n'y a absolument aucune condition. Donc, absolument tout le monde peut se présenter. Enfin, si, il y a peut-être une condition, c'est la seule, c'est que la situation est un lien avec la région bruxelloise, que les faits se passent ici, que quelqu'un habite ici, que les professionnels soient principalement ici. C'est la condition, évidemment. Quand on sort de la région de Bruxelles, on va aller s'adresser à d'autres services qui ressemblent plus ou moins à Olista, même si c'est pas tout à fait ça, mais en Flandre, il y a les Véliqueuses, et en Wallonie, on a de plus en plus de Divico qui se développent et qui sont à peu de choses près, plus ou moins nos correspondants. Alors, SOS Enfants, c'est ça, il y a des conditions de prise en charge qui sont quand même assez restrictives. Par exemple. Oui, mais les travailleurs, pardon, peuvent téléphoner pour demander un avis de manière anonyme aussi. Donc, c'était parce que moi, je suis référente maltraitance à l'ONE, donc j'accompagne des PEPS qui se posent des questions autour de toutes sortes de situations. Et c'est pour bien comprendre à quel moment je conseillerais à une PEPS de plutôt vous appeler vous et à quel moment je conseillerais à une PEPS de plutôt vous appeler une équipe SOS Enfants. C'est pour bien comprendre la différence, en fait. Alors, je vais vous répondre très, très concrètement, avec une date même. Nous vous rencontrons. Non, mais c'est. Nous vous rencontrons. Moi, je vous ai déjà rencontré. Le 6 juillet. Okay. Le 6 juillet. Moi, je vous ai déjà rencontré. Mon gestionnaire de cas vient voir l'équipe des PEPS de l'ONE pour justement présenter Olista et voir dans quelle mesure vous nous appelez, nous. Oui. Alors, c'est Julien. C'est Julien. Ce que nous, on fait de différent par rapport à SOS Enfants, ça va être vraiment la création de ce réseau autour des personnes concernées. Hein. Ce que ne fait pas SOS Enfants. SOS Enfants va s'occuper principalement de l'enfant, de ses parents par extension. Mais il n'y a pas c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment la création du réseau autour de la famille et d'essayer de créer ce chemin de sortie des violences en prenant en charge de manière holistique, on ne porte pas notre nom pour rien. Et
Et puis ces séances de coordination, les séances intersectorielles qui ne font pas non plus à ma connaissance. Donc voilà, ce serait ça les différences. Après, le SAJ, par exemple, eux font, je ne me reviens plus sur le nom exact, mais ils font des séances de travail intersectoriel par rapport à l'enfant. De nouveau, ici, nous, le plus, ça va être de prendre aussi en charge les personnes victimes qui n'ont pas d'enfants. Et qui n'ont pas forcément de papier. Le SAJ, il y a quand même aussi voilà, des petites conditions comme ça qui, à Bruxelles, sont assez embêtantes parce que notre public est quand même très, très fort composé. Les dossiers les plus compliqués sont ceux, justement, où la victime n'a pas de papier, est en regroupement familial, n'a pas de revenus et tout ça et tout ça. Donc, voilà. Merci. Super, merci pour la question, merci pour la réponse, Anita. Il y a 3 questions dans la conversation, l'une sur les formations aujourd'hui ou demain, l'autre sur le soutien, notamment par rapport au stress vicariant, et le troisième sur la prise de contact, plutôt pour développer le réseau, mais ne pas forcément, si je comprends bien la question de Justine, ne pas forcément rentrer dans les réponses que vous apportez, mais voilà, de créer du lien et de partager le réseau. Alors, on fait déjà des formations aux professionnels. Alors, on n'en fait pas beaucoup de publicité, mais ça fait partie de notre mandat. On n'en fait pas beaucoup de publicité parce que, comme je le disais tantôt, et c'est un secret pour personne, la région est sous moratoire total et mon équipe est composée de 2 personnes. Un gestionnaire de cas francophone, une gestionnaire de cas néerlandophone. Donc voilà, le principal, notre priorité, c'est de prendre en charge les situations qui nous sont soumises par les professionnels de terrain. Mais on fait des formations à la demande et c'est surtout, on s'adapte à la demande. On n'a pas une formation et sur porte. On va vraiment aller s'adapter à la demande qui nous est adressée. Donc, mon gestionnaire de cas, Julien, lui, il est spécialisé dans tout ce qui est en droit de l'enfance. Donc, dès que ça touche à ce domaine-là, c'est lui qui va aller donner la formation. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a créé l'outil DPO avec la Fédération des centres de planning. Et donc, dès que ça tourne autour de ça, c'est moi qui vais prendre la formation. Mais donc, voilà, on en fait avec plaisir si vous avez des besoins. Est-ce que vous travaillez... Alors, nous, Holista ne va pas travailler à proprement parler le stress vicariant, mais on a des partenaires qui le font. Et donc, surtout le collectif OXO, j'ai envie de dire, c'est quand même les principaux, le principal relais, je vais dire, qu'on donne dans ce domaine-là. Donc, elles sont super spécialisées. À ma connaissance, il n'y a pas mieux pour l'instant en Bruxelles, en tout cas. Et peut-on solliciter si nous sommes des partenaires pour travailler? Mais oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. À ce moment-là, on sera moins dans un appel prise en charge sur le téléphone Holista général. On aura plus un vrai rendez-vous, une discussion sur ce qu'on peut mettre en place et sur les partenaires recherchés, tout ça. Mais oui, tout à fait, vous pouvez nous appeler. Si vous allez sur le site de Safe Brussels Holista, il y a 3 manières de nous contacter, le téléphone, le mail, et il y a même un formulaire de prise de contact. Donc, n'hésitez pas. Le secrétariat répond toujours aux mails. Puis, tout à l'heure, avoir une idée de... Ok, je regarderai. Alors, les équivalents, pas tout à fait équivalents, mais donc en Flandre, ce sont les Velikhuis. Avant appelés les Family Justice Center. Et eux, allez, celui d'Anvers, il a 17-18 ans. Maintenant, ils sont un peu plus évolués que nous, dirons-nous. Au départ, c'était un peu une toute petite équipe comme ça qui a grandi tout doucement. D'ailleurs, l'article 458 ter dont je parlais tout à l'heure a été créé parce que eux faisaient de la concertation de cas avant l'heure et à un moment donné, le législateur s'est dit qu'il serait quand même intéressant de cadrer cet échange d'informations qu'ils avaient créé en interne au Family Justice Center d'Anvers. Mais voilà, eux font de la
prise en charge directe de victimes. Ils ont sur place des psys, dont l'une spécialisée pour les enfants, avec un endroit gigantesque où les enfants peuvent venir et sont pris en charge. Ils travaillent aussi sur les auteurs. Et donc, quand leurs locaux sont en mode, il y a 2 étages, un, on ne va jamais les auteurs, l'autre, on ne va jamais les victimes. Donc oui, c'est un peu celui-là, en tout cas, le modèle à suivre pour Lista. On aimerait bien un jour faire de l'accueil, tout ça et tout ça. Et en Wallonie, c'est Divico. Alors, Divico, la différence, c'est que eux font principalement de la concertation de cas. C'est un peu l'inverse de nous. Ils font principalement de la concertation de cas. Et si la situation qui leur est présentée ne rentre pas dans les conditions d'ouverture d'une concertation de cas, ils passent alors dans un dispositif plutôt psychomédico-social. À savoir aussi que le Divico, pour toute situation entrante, fait une évaluation de la criticité. Donc, ils ont créé un outil d'évaluation qui s'appelle eVivico et qui va mesurer avec beaucoup de précision et beaucoup de domaines différents de la vie de la famille vont être analysés. Et en gros, ça mesure le risque de la mort de quelqu'un. On parle toujours du féminicide, mais ça peut être aussi l'infanticide ou le suicide. Et eux, alors voilà, si la criticité est très, très élevée, ils convoquent une concertation de cas. Si elle ne l'est pas, ils rentreront plus dans un dispositif psychomédico-social. Olista est formé à l'EVIVICO et attend désespérément d'ouvrir sa concertation de cas pour pouvoir l'utiliser de manière régulière. Maintenant, on reçoit aussi des appels parce qu'un professionnel a vraiment des craintes pour sa victime et se dit je me demande si sa vie n'est pas en danger. Et donc, pour pouvoir objectiver son ressenti, on utilise les Vivico. Donc, on a déjà fait plusieurs analyses aussi de ce type avec des professionnels de terrain. Avez-vous un avis sur la capacité d'accueil des... Ou connaissez-vous une étude à ce sujet? Ça, c'est plus une question pour toi, hein, Pierre. Alors, un avis, pardon, sur la capacité d'accueil. Je pensais que c'était le nombre de places. Écoutez, c'est le sujet principal du groupe le sujet principal de discussion du groupe de travail qui est créé à Bruxelles. Dans le sens, la grande question, c'était est-ce qu'il faut former le personnel des maisons d'accueil à prendre en charge les situations de vie qui se présentent, ou faut-il créer des endroits spécialisés? Et la question se pose parce que, comme le disait Pierre-Yves en introduction, les violences intrafamiliales de manière large sont une cause de sans-abrisme, en fait. Donc, dans quel sens on prend le problème? Moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, lutter contre les violences intrafamiliales permettrait de, par exemple, le SAMU social, qui reste pour nous aussi une solution qui est quand même souvent utilisée pour permettre à la victime de partir de chez elle, ou à l'auteur d'ailleurs. Ils sont pas du tout spécialisés là-dedans, et quand on entend que 40% des places sont occupées par des personnes qui sont dans des situations de violence intrafamiliale, l'idée ce serait qu'elles n'arrivent pas là. Plutôt de former les professionnels qui y travaillent. C'est un peu dans quel sens on prend le problème. Vas-y, Pierre-Yves, tu voulais... Juste compléter effectivement que ça fait partie des réflexions qui sont menées ou qui seront à mener dans le groupe de travail interne Bruxelles, auquel chacune et chacun peut être demandeur de rejoindre, hein. Il n'y a évidemment pas de limite forte sur la participation. Il y a en tout cas une saturation, comme beaucoup de dispositifs, des places existantes, d'accueil et dans des contextes de temps limité, puisqu'à un moment, quand il y a la nécessité d'un hébergement, c'est bien souvent qu'il y a un danger fort et que dès lors, c'est compliqué de trouver des places adéquates. Il y a dans la déclaration de politique régionale de la majorité qui s'est installée en début d'année 26, l'idée de développer
de nouvelles places d'accueil pour victimes vives. Mais ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Et alors, sur les modalités d'accueil, d'accompagnement, c'est évidemment plus intéressant d'entendre celles et ceux qui sont sur le terrain. Je sais notamment que le SAMU était là, donc n'hésitez pas à prendre la parole. C'est un enjeu de questions-réponses, mais aussi de pouvoir partager. Donc, si certaines ou certains ont envie de prendre la parole pour préciser une série d'éléments de Et leur après, réalité, qu'ils n'hésitent pas à le faire. l'avis qu'on peut avoir sur la capacité d'accueil, ce qui va se passer, c'est qu'on va construire demain un nouvel endroit d'accueil spécialisé pour les victimes de violences conjugales et il va être plein en 2 secondes et il y aura de nouveau une liste d'attente pour celui-là, hein. Donc, oui, d'un côté, il en faudrait plus, mais on sait que ce sera toujours saturé parce qu'en fait, c'est pas de l'accueil qu'il nous faut, c'est des luttes contre les violences et que les violences s'arrêtent en fait. Mais bon, évidemment, comme elles vont pas s'arrêter demain, est-ce qu'on ne doit pas en attendant augmenter la capacité d'accueil? C'est un peu, oui, c'est un problème réel et il n'y a pas de solution miracle en fait. C'est ça le truc, hein. Les violences ne vont pas s'arrêter à court ou moyen terme, même peut-être jamais en réalité. Et donc, voilà, est-ce qu'on répond à ces violences par des capacités d'accueil qui augmentent ou est-ce qu'on y répond en étant très préventif et en travaillant sur l'éducation de nos jeunes? Ouais, et si je peux te compléter, Anita, dans le master plan, la mesure 7, qui est celle de contribuer à un plan global de lutte contre les violences intrafamiliales au sens large, c'est dans le volet de prévention primaire du master plan. C'est donc dans le tout début, et donc c'est bien l'idée, non pas de faire plein de places pour répondre à des besoins réels, mais de prévenir ces violences et de prévenir les situations de sans-chez-soirisme liées aux violences. Et donc, vous verrez, que si vous relisez la mesure du master plan, qu'il y a toute une série d'éléments qui justifient d'ailleurs qu'on renforce nos collaborations avec toutes celles et tous ceux qui sont en dehors des questions d'hébergement, mais qui dépasse un tout petit peu le secteur du sans-chez-soirisme. Et donc oui, il y a effectivement cette considération-là. Et puis se posera la question, pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin dans le master plan, de comment est-ce qu'on répond aux besoins d'hébergement. Et notamment, vous trouverez dans le master plan effectivement quand même une précision sur la spécialisation des accueils, en tout cas la capacité de pouvoir accueillir adéquatement les personnes concernées par des violences intrafamiliales et des violences conjugales, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, c'est un traumatisme qui nécessite de pouvoir être accompagné adéquatement. Et je vois Ludovic, qui représente la régulation du SAMU social, qui nous écrit dans la conversation. Oui, mais oui, oui, je sais, tout le monde sait ici que effectivement elles sont priorisées, c'est une certitude, hein, mais voilà, ça reste que c'est pas la solution, c'est une solution d'urgence. Et heureusement qu'elle existe, hein, soyons clairs, hein. On a une question. Ouais. Aude, tu as levé la main. Bah oui, je travaille quand même au SAMU social depuis longtemps et je tiens quand même à préciser qu'il y a un énorme effort qui a été mis sur l'engagement de psychologues au SAMU social. Et donc, on est quand même un des rares dispositifs à avoir autant de psychologues. Chaque centre a son pôle de psychologues, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, il y a quand même une attention. Il y a des centres spécifiques femmes, des centres spécifiques familles. Donc, il y a une attention qui est quand même portée à cette problématique-là. Oui, c'est sûr, hein. C'est très certain. Mais on sait quand même c'est aussi dans certaines problématiques. Ah oui, oui, bien sûr. C'est juste que en réalité, devoir se spécialiser dans cette problématique qui est réelle, c'est presque une obligation, alors que l'idéal, ce serait qu'on arrive à faire baisser les violences. Mais oui, oui, je sais que vous avez fait face de manière assez magistrale. Dans la limite de vos moyens, c'est une certitude. Merci Aude pour cette précision et cette dynamique de conversation qui est lancée. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a encore des questions que vous souhaitez partager, poser à Anita? Et non pas à Anito. On me fait remarquer que dans le slide que j'ai arrêté de partager, j'avais noté Anito.
Yondo, mais donc Oui, c'est oui, bien une erreur, c'est j'avais vu Anita. aussi, mais je me suis dit que je n'allais pas relever. On fera comme ça. Voilà, j'ai relevé pour combler l'absence de questions. Mais n'hésitez pas, c'est le moment. Et s'il n'y a pas davantage de questions, ben on va tout doucement mettre un terme à cette rencontre. Anita, toi, tu veux un petit mot de la fin ou tu as dit tout ce que tu avais envie de partager? Alors, moi, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez nous appeler quand vous voulez. On vous répondra d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour des prises en charge de situations très concrètes ou que ce soit pour des questions un peu plus soit institutionnelles, soit stratégiques. Alors, on a rencontré, depuis l'ouverture de l'ISTA, on a rencontré plus de 200 partenaires bruxellois. Le monde associatif bruxellois est d'une richesse assez impressionnante. Et, euh, et donc voilà, si vous avez envie de rencontrer Olista aussi pour voir de manière plus concrète comment on pourrait collaborer sur le terrain, n'hésitez pas aussi. On est là. Et je vois qu'il y a un Aude de nouveau. Il y a Aude qui veut un mot de la fin. Moi, je t'aime pas choix. Ça va être bien. Non, je trouve que le site Olista est très bien fait. Ah, Voilà. merci. Merci, merci. Merci Aude pour ce mot de la fin. Mais donc je terminerai moi vraiment en vous remerciant chacune et chacun pour votre participation. Merci beaucoup Anita pour les éléments que tu as pu partager et pour l'ouverture à des prises de contact ultérieures. Nous, on reviendra par le biais de nos canaux de communication plus classiques sur ce petit webinaire avec son enregistrement et puis avec l'une ou l'autre information complémentaire pour pouvoir, notamment le site internet et d'autres éléments, Anita, si tu as envie de les partager. Et puis, vu le succès, il est probable qu'on poursuive la dynamique avec un troisième webinaire. Et donc, si jamais celles et ceux qui participent aujourd'hui ont des envies particulières, qu'elles n'hésitent pas à nous partager des idées, ce qui nous permettrait effectivement de partir à la rencontre d'autres acteurs avec qui créer ou renforcer des collaborations, à l'instar de Olista. Un tout grand merci en tout cas et une excellente après-midi à chacune et à chacun. Merci tout le monde. Au revoir.